Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, du coup, partie 2 sur 2 du podcast Retour aux bases avec l'équipe Ascension. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec vraiment les 10 exercices qu'on vous conseille de faire pour rester simple dans votre programmation et progresser un peu de manière prédictible. Et si jamais vous voulez vraiment progresser de manière prédictible et être encadré, vous nous envoyez go sur Instagram, donc soit sur mon compte perso Léo Pazek, soit directement sur le compte Ascension. On s'occupe de tout, tout simplement. On vous guide de A à Z pour votre transformation. Et j'en profite également une dernière fois pour m'excuser un peu pour les problèmes de son. Je vais refaire deux trois voice-over là pendant cet épisode parce qu'il y a des choses un peu importantes qui sont passées à la trappe. Donc voilà, désolé pour la petite qualité sonore. Pour les prochains épisodes, normalement, ça devrait se résoudre tout simplement. Du coup, je vous souhaite une bonne écoute de la partie 2. Et si vous avez des questions, ça se passe sur Instagram. Et si vous voulez démarrer un suivi, vous m'envoyez go sur Instagram ou sur le compte Ascension. Et on s'occupe de tout littéralement. Bonne écoute. Bah écoute, parfait, on est parti, petite transition du coup avec la partie 3. 10 exercices vraiment basiques mais puissants pour et, on commence directement. L'exercice numéro 1, c'est important de le rappeler, grimper fréquemment. Alors moi j'ai mis 3 à 4 fois par semaine, mais ça dépend de votre emploi du temps. Si vous pouvez grimper que 2 fois par semaine, bah, bien sûr que vous allez progresser quand même, mais ça va pas forcément être la vitesse optimale. Donc là, je disais que les meilleures progressions qu'on avait eues et que j'avais observé aussi en tant que coach, c'est des personnes qui grimpaient en moyenne 3 fois par semaine et qui pouvaient faire 1 à 2 séances de renfo en plus dans la semaine. Voilà, désolé pour les problèmes de son. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est hyper important de le redire parce que quand vous nous écoutez là en podcast ou quoi, vous pouvez vous dire ah bah ok, faire du renfort pour progresser, mais c'est pas du tout le cas. La grimpe, ça doit rester, on va dire, comme tu disais Pierre tout à l'heure, le 70% de votre entraînement, ça doit rester de la grimpe sur le mur avec les chaussons. Après, bien sûr, cette grimpe, bah, du coup, ce que je disais, faut la structurer, faire des séances, des fois des séances un peu plus strictes avec un point particulier à travailler, des séances avec un thème, je sais pas, par exemple une Ouais, séance, ouais, ouais. etc. Enfin, voilà, vraiment structurer sa pratique. Et c'est quoi un peu vos astuces, on va dire, ou vos petites. Bah moi clairement le truc que tu disais tout à l'heure je trouve ça hyper intéressant dans le sens où tu dis même si vous pouvez vous entraîner que 2 fois par semaine, en fait c'est ça qui est important à comprendre, c'est le fait d'être régulier. Si tu t'entraînes que 2 fois par semaine mais sur le long terme, bah en fait tu vas être 100 fois meilleur qu'un mec qui s'entraîne allez même 5 fois par semaine mais sur 2 semaines. Après bah il fait plus rien pendant 2 semaines, après il se refait 5, après il fait plus rien. Au final, ce mec-là, il va stagner, il va se blesser, il va être frustré, alors que toi, bah, tu vas être cadré, tu vas faire tes 2 séances par semaine, t'as ta vie à côté, t'as ton job, t'as ta famille, tu kiffes, tu peux même te faire un autre sport à côté et kiffer. Tu vois, Pierre, en ce moment, là, il est en train de faire de l'athlé. Moi, je fais un peu de tout, tu vois, que je suis connu dans le ninja, mais aussi, du coup, bah, mon sport de prédilection, c'est l'escalade, bien sûr, et j'ai jamais arrêté l'escalade. Mais en fait, c'est ça l'avantage, c'est de garder cette régularité, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Les gens, la plupart du temps, quand on leur dit, surtout quand tu dis je fais du coaching en ligne en escalade, ils font mais comment tu fais? C'est que de la muscu et tout. Bah non, on fait aussi des séances d'escalade un peu structurées. C'est possible de structurer sa séance. Il y a les deux, il y a les deux personnalités où il y en a un qui dit putain ça me fait chier. Moi la grimpe c'est justement c'est du free, c'est libre. Je veux pas que ça soit trop structuré. En fait, déjà de un, le fait d'avoir un coach qui te connaît, bah il va doser, il va pas te faire un truc robot. Mais en même temps, faut pas avoir peur de ça parce qu'au final, des fois c'est juste le temps de repos qu'il faut cadrer. Voilà, c'est tout simplement ça pour être plus efficace. Tu vas monter plus vite, plus haut pardon. Et si tu montes plus haut, tu fais plus de mouvements, tu vas mieux t'adapter et tu vas progresser. Tout bête parce que tu as pris 1 minute 30 de repos ou parce que dans les instructions, ton coach a dit garde ta bouteille d'eau à côté de toi parce que d'habitude tu l'oublies. Bah voilà, c'est des petits trucs personnalisés comme ça et au final, c'est des détails qui vont faire la Ça a un gros différence. impact. Ouais. Exactement. Après, on a le profil de la personne où ils aiment quand c'est vraiment cadré et dans ce cas-là, il y aura pas que le repos, on va aussi cadrer les essais, le style de bloc que tu vas faire. Enfin voilà, sur 3, 4, 5 séances que tu vas faire dans la semaine, voire même 2, bah au final, si on peut faire 50-50, 70-30, voilà, on va personnaliser au maximum pour vraiment que tu progresses efficacement. Mais voilà, les deux sont permis Ouais. et c'est nous on a l'expertise pour que trouver le juste milieu. Les excès c'est pas le bienvenu. C'est ça. Justement, moi, je vois ça vraiment comme un spectre, l'intensité de la séance ou la stricte, enfin, le fait que ta séance soit stricte entre le full loisir où vraiment, voilà, tu vas à la salle, comme on disait tout à l'heure.
tu fais ce que tu veux, et l'inverse qui est la compète en fait. La compète, c'est le truc le plus strict que tu peux t'imposer. Tu dois performer à un instant T sur un truc, et t'as pas le choix en fait. C'est la règle, c'est comme ça, c'est tout le monde pareil. Et voilà, je sais pas, par exemple, si tu fais de la diff en compète, bah t'as un seul essai, même si tu zippes au premier move, bah tant pis, tu vois, c'est comme ça, c'est la règle. Et donc en fait, il y a vraiment ce truc de voilà, vous voyez vraiment le fait de mettre des consignes plus ou moins strictes dans vos séances comme un spectre où vous vous dites ok, il y a vraiment la grimpe libre full plaisir et la grimpe vraiment typée compétition. Et après bien sûr, où est-ce que vous vous situez sur ce spectre, ça va dépendre de vos objectifs. Si ton objectif c'est de devenir un super bon compétiteur, bah la plupart du temps tu vas être vers la droite du spectre. Enfin, du coup à droite sur mon image où vraiment tu es sur le côté, voilà, par exemple je fais une séance de bloc mais j'ai que 3 essais Mm. par 4 minutes de repos entre les blocs, enfin, un truc hyper timé, hyper précis, où tu vas te filmer sur tous tes essais, etc. Et l'inverse, où tu te dis, bon bah voilà, moi mon objectif c'est juste de faire telle cotation en extérieur, j'ai un bloc précis en tête, bah voilà, que faire une seule séance ou deux par semaine dedans, ça va suffire en termes de séances structurées, et le reste ça peut être de la grimpe libre plutôt typé volume pour pas trop se surentraîner, on va dire, en termes de force ou quoi. Je sais pas si on passe au point numéro 2 ou si vous voulez rajouter des trucs. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça où je trouvais ça intéressant, le truc où tu te disais, ok, situe-toi entre cet objectif où tu vas devoir vraiment être type compète, où tu as un seul essai, ou cette situation où t'as plus le temps, on va dire, de réussir ton projet, comme un projet falaise ou quoi, où tu peux le faire, tu vois, en plusieurs essais, où tu as plus le temps, on va dire, de travailler chaque mouvement. Et moi, je suis vraiment dans ce spectre-là. Je suis vraiment du côté one shot, tu vois. Genre, il faut que j'y arrive au premier coup. Faut Et pas tomber c'est ça, tu vois. Faut pas tomber dans l'eau. Donc le truc, c'est que ce qui est rigolo, c'est que je vais des fois être moins fort physiquement, même techniquement que certains athlètes. Et l'exemple le plus parlant, c'est la dernière fois, j'ai fait un contest où on avait du coup 5 blocs et on devait réussir en un essai. Si tu tombais, t'étais éliminé direct, c'était un one shot. Et du coup, c'était rigolo parce que du coup, la plupart des athlètes, on était tous en stress de fou, tu vois, parce que c'est hyper frustrant d'avoir qu'un seul essai. Normalement, en ouais. compète, t'as quand même plusieurs essais, tu vois. Et donc là, c'était un concept. Et bah, pour le coup, j'ai gagné cette compétition grâce à mon entraînement où j'étais pendant toute ma vie vachement focus sur ce truc-là de OK, il faut que j'y arrive au premier coup. Et les autres qui étaient plus forts que moi, parce que clairement, on s'est échauffé, on s'est entraîné un petit peu avant la compète ensemble. Je le voyais qu'ils étaient plus forts que moi, mais je savais que j'avais cette capacité à one-shot quelque chose qui était meilleur qu'eux. Et du coup, c'est rigolo, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est savoir dans ton objectif, qu'est-ce que tu fais. Point numéro 2, l'entraînement des doigts. J'ai noté la poutre, notre outil clé. Pourquoi j'ai parlé de la poutre dans ce titre? Vraiment, les doigts, c'est hyper important. Selon moi, si vous faites juste grimper pour progresser et que vous espérez progresser en force doigt ou toute autre qualité sur les doigts juste en grimpant, bah vous ratez une grosse partie du développement parce que vous augmentez pas votre capacité à encaisser une charge plus élevée. Et après, bah ça, c'est un peu la science de la programmation. Trouver le bon équilibre entre prépa physique et grimpe, pourquoi vous faites tel ou tel protocole par rapport à vos points forts, vos points faibles, etc. Mais pourquoi la poutre? En fait, tout simplement parce que c'est hyper simple, c'est hyper stable. C'est vraiment le meilleur outil selon moi pour travailler sa force doigt parce que du coup il y a ce côté engagement scapulaire aussi où on fait les deux bras en même temps ou à un bras si vous êtes vraiment fort sur certaines prises où vous pouvez pas juste vous pendre et relaxer complètement l'épaule. Ce qui est hyper important dans la grimpe aussi. Et du coup, toute notre batterie de tests physiques, la plupart des exercices qu'on va mettre dans les programmes, etc., ça va être axé sur la poutre. Après, bien sûr, faut l'adapter dans le sens où si vous avez pas de poutre chez vous, mais vous avez de quoi faire du block lift ou un team deck ou peu importe, bien sûr qu'on va adapter la programmation à ça. Mais pour la batterie de tests physiques ou même pour la plupart de vos entraînements, si vous pouvez avoir accès à une poutre, c'est vraiment hyper intéressant. Et un seul conseil vraiment, si je devais résumer l'entraînement des doigts sur la poutre, le faire en début de séance ou sur des jours séparés, donc pour avoir le maximum d'énergie possible pour éviter de se blesser, tout simplement, parce que le but c'est de faire du renfort, pas du rang faible. Si vous vous blessez en faisant trop de poutres, bah ça n'a aucun sens. Parce que le but de la poutre, en fait, c'est d'augmenter votre capacité, donc la capacité de vos tissus, à encaisser une charge plus grosse sur le mur. Parce que si vous faites que de la poutre, vous allez devenir super fort sur la poutre, mais vous n'allez pas le transférer dans votre grimpe, parce qu'il y a ce Ouais. côté tout à l'heure avec l'exemple du gars qui était hyper endurant sur la poutre mais pas sur le mur, c'est que bah, si t'as aucune technique, si t'as aucune coordination, si t'as aucun mental, aucune tactique, etc., t'as beau serrer des réglettes de 8 mm, bah, s'il y a un move où il faut engager mentalement et même si c'est une règle de 20 mm, bah, tu vas pas le faire parce que t'as pas le mental.
Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Mais voilà, pour vraiment résumer mon point de vue, entraînement des doigts. Si vraiment il n'y a pas de poutre dans votre programme ou de toute autre méthode qui vous permet de développer vraiment votre capacité à encaisser des charges plus grosses sur les doigts, vous manquez un gros point dans votre entraînement. Et du coup, bah, je vous laisse un peu dire un peu vos anecdotes, etc. par rapport à ça aussi. Bah ouais, pour me dire sur ça, on parle d'entraînement de doigts avec la poutre, mais en fait l'entraînement c'est un peu quand tu rentres dans la salle et quand tu pars de la salle. Et du coup, bah, au début, tu t'échauffes. Et en fait, c'est déjà une bonne base, je trouve, la poutre par rapport à l'échauffement. Parce que beaucoup de gens vont grimper directement, mais ils vont pas forcément s'échauffer parce qu'ils ont l'impression que, bah, ils sont déjà chauds. Ils me disent, bon, on va pas se baisser, mais la poutre, elle va permettre aussi de s'échauffer spécifiquement pour les doigts. Et dans ce cas-là, être plus fort pour les doigts et attaquer potentiellement, si t'as qu'une séance de grimpe, fort au niveau des doigts. Donc, ça permet d'entraîner les doigts, mais d'échauffer, puisque bah, l'entraînement, c'est aussi de l'échauffement. La base de l'escalade, c'est de tenir les prises. La poutre, ça permet de progresser en tenue de prise. Bon bah là, voilà quoi. Je viens de résumer le truc. La poutre, c'est quand même miraculeux. Ça prend pas beaucoup de place. C'est quand même un bel outil. Et surtout, bah c'est un outil qui va te permettre de quantifier. Bien entendu, il faut transférer ta force de tenue de prise sur la poutre en escalade. Mais si tu tiens la poutre, enfin les 20 millimètres à un bras 10 secondes et un mois après tu la tiens 15 secondes, c'est que tu tiens mieux les prises. Tu seras pas forcément beaucoup plus fort, tu seras pas forcément 1,5 plus fort que si tu fais 10 secondes et puis 15, 1,5 plus fort en escalade, mais c'est que tu tiens mieux les prises. Donc c'est que quand on va réussir à transférer cette force en grimpe, bah ça va être une dinguerie. Euh, c'est un bon repère en fait de progression. Il y en a, ils vont faire que de l'escalade, donc ils vont pas savoir si au bout de 3-4 mois ils ont progressé. Ils vont peut-être faire un rouge parce que l'objectif c'était rouge, mais un rouge dans ton style, tu peux pas savoir. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux avoir une idée, mais c'est impossible de savoir. Alors que la poutre ou tout ce qui est renfort, bah il y a des chiffres et les chiffres ils disent la vérité, ils vont pas mentir et c'est un bon repère pour ça. Donc voilà, moi je trouve que la poutre c'est important. Exactement. Moi, l'anecdote que j'ai par rapport à ça, c'est que la plupart des gens qui me demandent ah, mais à quel moment je peux utiliser la poutre et tout, en fait, tu peux l'utiliser absolument à n'importe quel moment de ta progression parce que tu peux commencer à t'entraîner sur une poutre avec les pieds au sol. Et c'est ça qui est incroyable. Et cette poutre, en plus, comme on disait, elle est pratique parce que tu peux t'entraîner dans les salles d'escalade, mais tu peux t'entraîner chez toi parce qu'il y a des poutres portatives où t'as pas besoin de trouer ton mur de maison pour pouvoir t'entraîner. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en fait, tu vois, il y a des gens qui arrivent dans le rouge, imaginons, sans jamais toucher une poutre de leur vie, parce que bah tu peux progresser juste en grimpant, mais arriver à un certain niveau, il faut commencer à réfléchir autrement et à t'entraîner, comme on disait, avec un échauffement un peu plus structuré, où tu vas commencer à t'échauffer sur la poutre, faire plein de choses que t'avais pas forcément pensé au début, mais qui sont indispensables pour vraiment passer ce palier, pour passer ton niveau à un autre cap, quoi. Et puis qui dit plus de stabilité, dit plus de force aussi, hein. C'est bête, mais si tu peux mettre 3 kilos de plus sur ton baudrier parce que la poutre elle est stable et que tu stimules plus ton système nerveux, bah tu vas plus progresser aussi après sur le long terme. Donc voilà, il y a tous ces facteurs-là qui me poussent aussi dans mon expérience perso à préférer la poutre que plein d'autres méthodes. Même avec toutes les méthodes auxquelles j'ai accès, tu vois, enfin moi j'ai tout le matériel chez moi, j'ai là même maintenant récemment j'ai une smartboard à la maison. Donc c'est incroyable parce que maintenant j'ai la poutre avec le capteur de force. Mais avant j'avais un Tindeck, j'avais pour les vitesses. Enfin bref, j'ai un block lift, j'ai des poutres portables. Enfin bref, j'ai absolument tous les outils à ma disposition et je passe quand même 90% de mon temps sur la poutre, tu vois, à deux bras ou à un bras délesté. Enfin ça dépend, ou à un bras lesté, c'est quand je suis vraiment en forme. Mais voilà, il y a vraiment un truc où même d'expérience avec toutes les personnes que j'ai coachées, la poutre c'est un non négociable, on va dire. Si vous voulez pas mettre de poutre dans votre entraînement, pour moi, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Et peu importe votre style de grimpe, que ce soit du bloc, de la falaise, de la grande voie, peu importe, il y a vraiment plein de trucs à faire sur la poutre, hyper intéressant. Allez. Du coup, point suivant, les tractions. Pour moi, hyper intéressant. C'est l'exemple, je vais pas trop m'attarder sur les tractions parce que j'en ai reparlé plus haut, où je disais qu'en fait, on pouvait faire des tractions pour absolument tout. La puissance, l'endurance, la force, etc. Et pour moi, vraiment, si dans votre programme, il n'y a pas de traction, que ce soit comme tu disais tout à l'heure, même pour la poutre à l'échauffement avec les pieds au sol ou quoi, si dans ton échauffement, il n'y a pas de traction, tu rates un truc pareil en termes d'échauffement. Si dans ton entraînement, vraiment dans tes gros cycles, il n'y a pas des petites phases où tu accentues un peu le travail sur les tractions, pour moi, pareil, c'est que tu rates quelque chose. Et voilà, je vais pas m'attarder
m'attarder plus sur les tractions parce qu'il y a tellement de variantes possibles à un bras, traction décalée, excentrique, etc. Délesté avec élastique pour la puissance. Qu'en fait là pour le coup ça revient à la personnalisation. Mais voilà, vraiment mettez des tractions dans votre programmation et cyclez-les bien en fonction de vos cycles, volume, force. Je sais pas si vous... Bah ouais. En fait, on vient de faire le combo parfait. Si tu tiens pas les prises et que tu tractes pas, tu fais pas d'escalade. Donc c'est un monde infini. Je pense qu'on pourrait faire un podcast sur chacun des sujets là. Donc autant dire les grandes lignes. Mais voilà quoi. C'est si tu planifies en fait ces deux bases, ça peut que être positif dans ta progression. Et puis même comme tu dis à l'échauffement en fait bah si tu enfin la poutre ou faire des tractions t'isole en fait les muscles principaux de l'escalade et t'as déjà fait les trois quarts du travail au niveau de l'échauffement. Bien sûr il y a le bas du corps, il y a tout le reste qui y va, mais je pense que ça monopolise vraiment les 70% des muscles principaux et ça va te permettre de pas te blesser, etc. On parle beaucoup de voilà, là c'est des préventions, mais si on parle d'entraînement, c'est infini, on peut en parler des heures et des heures, Exactement. et c'est ultra utile. En fait, c'est hyper important de, comme on disait, revenir aux bases. Donc, c'est-à-dire la prépa physique. Qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur ce qui est le plus important dans notre sport. Donc, dans notre sport, il y a quoi? Il y a les doigts et il y a les tractions. Si on vraiment on est comme ça, et donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est comme si un coureur, on va lui dire ah bah va faire du renfort et tout, mais cours pas. Bah non, il faut que tu cours, mec. Genre c'est pareil pour un mec qui veut faire de la grimpe. Donc il faut qu'il tracte et il faut qu'il tienne sur des petites prises. Donc c'est les basiques et c'est hyper important à mettre dans ta prépa. Ouais, et puis le lien qui fait le lien entre les deux, c'est le gainage, renforcement global et prévention des blessures. Alors pourquoi j'ai mis prévention des blessures dans le terme? Parce qu'en fait, si vous avez un meilleur gainage, vous allez moins vous prendre de force de rotation, d'excentrique, etc. Ouais, Pattern là de blessure où en fait bah, typiquement le gainage scapulaire, si vous savez engager votre scapula, donc votre omoplate, bah en fait vous allez beaucoup moins vous blesser au niveau des épaules que quelqu'un qui a peu de contrôle moteur au niveau de la scapula. Et donc en fait pour moi le gainage c'est vraiment tout ça, c'est pas que le gainage au niveau des abdos, donc au niveau du six pack, c'est vraiment tout le gainage, même la chaîne postérieure, les ischios, les mollets, les fessiers, dans le dévers aussi, pour engager vraiment fort sur des petits gratons, etc., griffer des pieds. Vraiment, le gainage, c'est hyper important. Et je vais faire une sorte de schématisation. Moi, j'appelle ça la triplette du gainage. Il y a le gainage qu'on appelle, on va dire, dynamique. Pour faire vraiment très très simple, ça va être des toes to bar. Donc, quand vous montez vos pieds pour toucher la barre, donc vous êtes en suspension, bras tendus, et vous montez les pieds pour toucher la barre. Ça, c'est du dynamisme. Du dynamisme, ouais. Et vous pouvez faire des variantes où vous allez toucher à droite, à gauche, etc. Pas forcément que dans l'axe. Il y a le gainage que je vais appeler en compression. Donc, ça va être tout ce qui va être les L-sit. Donc, pour ceux qui voient pas ce que c'est un L-sit, vous vous mettez sur les barres à dips et vous essayez de faire un L avec votre corps et vos jambes, c'est-à-dire que du coup vous activez à fond vos abdos, vos psoas et vous tendez les jambes. Ça c'est pareil, ça fait énormément progresser en gainage en compression. Et après, bah, il y a le gainage, on va dire, en suspension, comme tout ce qui va être les variantes de front lever, du quart de front, du demi-front, des front lever en excentrique, peu importe. Pour moi, si vous n'avez pas vraiment cette triplette-là, on va dire, du gainage dans votre programme, c'est que pareil, vous passez à côté d'un gros axe de développement du gainage dans votre programme. Et après, bah, là, je parle même pas des exercices de gainage spécifiques sur le mur, des déplacements de pieds sur la board, d'aller griffer des pieds dans des dévers de manière un peu faire des séries où tu décolles les pieds, tu vas recoller les pieds. Voilà, tous ces petits trucs-là, en fait, qui sont vraiment hyper importants pour la partie gainage. Et si j'avais un seul mot à faire passer aussi pour le gainage, c'est que juste faire des circuits comme par exemple tenir la planche, donc la planche au sol en position pompe là, pendant 2 ou 3 minutes, si vous faites que ça sert pas à grand chose. Vous n'allez pas vous blesser en faisant ça, mais vous n'allez pas progresser non plus. Ça, c'est si ça peut vous faire économiser du temps et des minutes de souffrance, ça fait toujours plaisir comme valeur ajoutée. bah, et même pour la prévention des blessures, hein, typiquement, l'exemple que tu vois souvent dans les salles d'escalade, la personne qui est pas gainée. Il faut pas oublier que, comme tu dis, hein, c'est pas juste les abdos, le six-pack en fait, hein, c'est tout le corps qui doit être gainé. Typiquement, tu vois le gars qui grimpe, il y a le corps qui bouge à droite, à gauche, et là tu vois ses doigts qui font des allers-retours parce qu'il est obligé de rattraper le corps qui gagne pas. Et en fait, juste être gainé, c'est ne pas se blesser pour au niveau des doigts, enfin même pour tout le reste. C'est quand même important. Donc au niveau de la prévention des blessures, c'est ultra important de renforcer cet aspect-là.
Du coup, c'est hyper intéressant ce que vous disiez par rapport au gainage parce que bah le gainage suspendu, clairement pour moi, ça renforce ta stabilité et ta maîtrise des mouvements. Donc c'est-à-dire que si tu as une prise qui est juste là et que tu peux mettre ton pied sur cette prise, c'est quand même incroyable de pouvoir maîtriser tes mouvements et savoir exactement là où tu veux aller et tu peux aller. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pour le gainage plus classique qu'on connaît tous, le gainage au sol, où tu vas vraiment renforcer le tronc, le centre du corps, tu vas travailler cette stabilité vraiment où tu vas limiter les compensations en grimpe et du coup tu vas pouvoir éviter certaines blessures où tu vois comme tu disais tout à l'heure avoir une compensation dans la scapula, dans l'omoplate où du coup bah tu vas tout renforcer grâce à ces gainages un peu plus classiques, renforcement général du corps. Point suivant. Du coup, j'ai noté le travail sur spray wall ou sur des boards comme par exemple la kilter board, la moon board, peu importe. Alors ça, c'est pareil, ça dépend de votre objectif, ça dépend de votre niveau. Il y a Ouais. vraiment précautions à prendre avec ce type d'outil pour l'entraînement. Il y a pareil, tout à l'heure, on parlera un petit peu du Pangulich. Il y a beaucoup de précautions à prendre, d'où l'importance d'avoir un coach qui va vous dire si oui ou non c'est adapté à vous et comment l'adapter à vous, etc. Mais franchement, si vous êtes un grimpeur ou une grimpeuse sérieux dans son entraînement et que vous passez 0 minutes par semaine sur un spray wall ou sur une board, il manque quelque chose dans votre entraînement parce que le spray wall, c'est juste un outil hyper efficace pour travailler tout type de mouvement, mais vraiment pour tout faire, pour apprendre à mieux gainer, pour apprendre à poser des talons sur des différentes prises, pour apprendre à forcer à une intensité max dans certains moves que vous aurez ouvert spécifiquement pour vous, euh, à aussi avoir une ouverture d'esprit parce que si vous ouvrez vous-même vos blocs, vous progressez Ah aussi. ouais. Donc il y a vraiment voilà plein de trucs à faire en fait sur la board, que ce soit un spray wall ou une kilter, une moonboard, peu importe. Et après bah le piège c'est un peu ça revient sur le truc de l'objet brillant dont on parlait tout à l'heure. Le piège c'est une fois que vous découvrez un peu le spray wall, la kilter board, etc. Vous avez envie de faire que ça et souvent vous tombez en fait dans ce truc de surentraînement dans ce style-là et vous vous blessez, vous êtes frustré parce que vous progressez plus, etc. Donc, faut vraiment garder un super bon équilibre. Mais je pense que pour quelqu'un qui grimpe, par exemple, 4 fois par semaine, faire une séance par semaine sur une board ou un spray wall ou quoi, et pas forcément toute la séance, par exemple, sur une séance de 2 heures, passer juste 1 heure sur un spray wall, ça peut être hyper bénéfique et avoir vraiment ce truc du maximum par rapport au minimum d'investissement que vous mettez dedans en temps. Et un exercice très basique sur le spray wall, ça va être juste de faire des mouvements durs, typiquement sur une séance de bloc max, construire un ou deux blocs avec on va dire entre 4 et 8 mouvements sur les blocs et vraiment vous dire que à chaque move vous forcez vraiment pas proche de votre max mais pas très loin quoi, du 80-90% d'intensité à chaque move, et là vous êtes vraiment sur une intensité de développement de la force dans le mouvement et c'est hyper intéressant. Je sais pas si vous voulez rajouter des choses du coup sur cet entraînement on va dire spray wall board. Bah carrément, je trouve qu'un spray wall c'est un cadeau parce que la plupart du temps les gens ils se tournent les pouces s'ils ont qu'une salle dans leur ville, ils ont fait le tour des blocs à leur niveau et en fait le spray wall ça va juste donner 1 milliard de possibilités et ça va toucher à ce qu'on avait dit. Moi, de ce que j'ai dit, je trouve que c'était la qualité la plus importante d'un grimpeur, la curiosité, la création et puis en fait les débats. T'es avec tes amis, tu crées, voilà, tu réfléchis, tu varies les mouvements et en fait justement c'est un cadeau parce que tu peux aussi tu peux sortir de ta zone de confort, créer des choses qui sont ton anti-style. C'est juste infini les possibilités sur un spray wall. Après, t'as les boards qu'on retrouve comme la kilter. Et comme tu dis, faut doser parce que bah c'est le petit objet qui brille et que t'as envie d'en faire beaucoup. Mais ça, c'est quand même super bien parce que c'est quand même un peu plus cadré. Il y a déjà des choses qui sont créées. Et si tu mets en place ça sur ta planif, la possibilité d'entraînement, elle est infinie. Et franchement, c'est un cadeau. Faut pas éviter ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Ils se disent, je suis pas autonome, je sais pas créer quelque chose. Si t'aimes l'escalade, si t'aimes regarder des vidéos, si c'est vraiment ta passion et que tu veux progresser, ça va venir super vite. Peut-être qu'au début, il y aura le petit côté inconscient, tu vas faire des choses que t'aimes, voilà, dans ton style. Mais nous, on sera là pour te dire non, on va faire le thème, t'aimes pas les réglettes, il y aura un peu plus de réglettes. Tu doses, hein. T'aimes les grosses pinces, bon bah fais 50-50. Tu commences avec des réglettes, puis tu finis ton bloc avec des pinces. Si tu peux te le permettre, bien entendu, hein. Des fois, les spray wall, tu peux pas te le permettre, mais voilà, ça te met un champ de vision énorme. Et puis, c'est trop beau, c'est trop cool. Tu touches à plein de prises. Moi, clairement, l'avantage numéro un que je trouve au spray wall et à ces boards-là, c'est que tu améliores ta gestuelle parce que tu as tellement de possibilités en fait que du coup, bah, c'est pas comme dans un bloc où tu sais que le pied, faut que tu le mettes là. Bah non, là, tu as plein de possibilités. Donc, c'est ça qui est vraiment dur, surtout quand tu débutes, c'est que bah
tu vas pas faire forcément les bons choix. Et c'est ce que tu vas retrouver par exemple en falaise où tu vas avoir plein de possibilités en pied et que tu vas être là, oh, je sais pas trop comment faire et boum, tu vas t'épuiser. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant. Et un des exercices, moi, que j'adore faire, surtout quand on est en groupe, c'est par exemple un 2-2. Ça veut dire que moi, je vais commencer par 2 mouvements. Ensuite, celui d'après va faire 2 mouvements de plus par rapport à mes 2 mouvements. Et ça va être une boucle qui va s'agrandir de plus en plus et ça va devenir de plus en plus long. Et si tu tombes dans ce fameux circuit, bah, t'es éliminé. C'est un battle royal de grimpe. Donc, c'est vraiment rigolo. Et moi, j'aime beaucoup m'entraîner là-dessus. Non, vas-y, j'allais dire, ça revient au côté social qu'on disait Ouais. tout à l'heure avec ses potes. Tu structures ta séance et t'as le côté social, donc c'est tout bénef, ouais. Il faut pas avoir peur de quand tu crées des blocs souvent et ça se comprend. Moi, je fais ça depuis 20 ans. Je kiffe l'esprit wall, mais des fois, je suis un petit peu flemmard à créer des blocs avec des pieds imposés. Tu vois, ça peut être un peu casse-couille de créer un bloc main, pied, puis pour retenir, ça casse la tête. Un des plus beaux conseils qu'on m'a donné, ça vient de Alex Chabot, qui m'a bien entraîné. Et sur un spree wall, il m'avait créé un circuit et des blocs. Et il me donnait pas de pied. Et je lui dis, mais vas-y, il y a pas de pied là dans ton bloc. C'est quoi? C'est pied-main, les mêmes pieds, les mêmes mains. Enfin, il m'a dit non, tu choisis. Et en fait, rien que ça, tu deviens encore plus autonome. Du tac au tac, il y en a beaucoup. Quand ils commencent le spray wall, ils vont réfléchir au niveau des pieds. Ils vont tomber avant d'être fatigués parce que juste, ou avant d'aller à l'effort max parce qu'ils auront trop cherché leurs pieds. Au début, c'est frustrant, mais en fait, ça va venir petit à petit et c'est comme le vélo, à un moment donné, ça se perd plus. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui voient des personnes s'entraîner sur le spray wall et qui font des circuits ou des trucs un peu du tac au tac, impressionnés, mais juste, ça vient super vite et en fait, il faut pas avoir peur de faire des choses un peu plus libres. Nous, on est là pour cadrer. Forcément, il y aura des choses où il faudra un petit peu structurer. Si tu as du mal avec le gainage, on va plus te dire, mets des pieds imposés. Bah voilà, faut viser ce pied-là, faut être gainé. Mais voilà, si à côté de ça, on voit que bah ça te fait un petit peu chier, on va te dire le pied illimité et il y a un aspect positif à faire ça. Ouais, clairement, et puis tu peux le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire tu te dis, ok, j'ouvre le bloc avec pied libre, et si j'utilise un pied, je me rends compte que c'est beaucoup trop facile avec ce pied-là, bah je supprime Ouais. cette prise tous les pieds sauf ce pied-là, et etc. Et du coup, tu te prends pas la tête à retenir les pieds que t'as le droit, mais juste tu sais auquel t'as pas le droit, tu vois. Et ça aussi, c'est sympa comme mode de pratique. Mais à part si vous voulez rajouter d'autres choses, moi je veux passer au point suivant. C'était du coup sur tout ce qui va être aérobie, système énergétique, etc. Ça va être hyper intéressant. Point suivant, point numéro 6, j'ai noté dans le sommaire grimper en voie, du coup pour faire du travail aérobie, et on va parler un petit peu de la gestion des systèmes énergétiques. Mais voilà, après, ça veut pas dire ce point-là que si vous grimpez jamais en voie, c'est grave, parce que si vous faites que du bloc, si vous intégrez de l'aérobie d'une certaine manière, ça peut être très productif aussi, que ce soit en faisant des boucles sur un spray wall par exemple, ou des circuits de rési, comme par exemple faire tous les blocs d'une salle en escalade, des escalades avec des temps de repos imposés, etc. Enfin, voilà, il y a plein de manières de dériver un peu le travail de voix, si vous aimez pas faire de la voix et que vous êtes que un bloqueur. Mais par contre, si vous voulez vraiment être un grimpeur complet, et de toute façon on le voit avec les grimpeurs qui performent le plus, même pas forcément à haut niveau, hein, mais à l'échelle locale, les gens qui sont les plus polyvalents, les plus forts, etc. Souvent, vraiment dans 90% des cas, ce sont des gens qui grimpent beaucoup en extérieur, donc des falaisistes, des bloqueurs XT. Enfin, il faut un peu tout et ils mixent un peu les styles entre voix et bloc. Et vraiment, du coup, selon moi, si vous n'avez pas de travail aérobie spécifique, donc c'est-à-dire vraiment de l'aérobie sur le mur, vous manquez un gros point de développement dans votre programme. Et grimper en voie, c'est excellent pour ça. Et là, pour le coup, il n'y a même pas besoin d'avoir le côté mental qui rentre en compte. Par exemple, si vous faites que du bloc, vous pouvez faire des doublettes en moulinette, par exemple, si vous allez à la salle d'escalade, enfin la salle de div, du coup. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire, des boucles sur le spray wall, des circuits de 6 minutes, ou juste vous délayez sur des bacs parce que vous n'avez pas d'endurance et vous êtes obligé de délayer sur des bacs pendant 6 minutes pour tenir sur le mur. Je dis ça parce que je suis passé par là. Mais vraiment voilà, hyper important, parce que ça revient toujours à la même chose en escalade. C'est un sport multifactoriel au niveau des systèmes énergétiques. C'est pas que de la force, c'est pas que de l'explosivité, c'est pas que de l'endurance, c'est pas que de la résistance. Il y a vraiment tout qui s'entrecroise et tout qui est lié. Et vraiment la base de la pyramide, c'est l'aérobie, c'est l'endurance. Si vous n'avez pas de capacité aérobie et pas une bonne endurance, ok, vous allez être performant sur un ou deux blocs à la séance, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là et vous allez super mal récupérer. Vous avez plus de risques de vous blesser, vous allez progresser moins vite parce que vous êtes capable d'encaisser moins de volume. Donc voilà, sur Instagram ça peut faire beau parce que vous faites des blocs en do foot dans le spray wall, mais au final
sur une séance complète ou sur un circuit de contest de 30 blocs ou sur une journée d'escalade en extérieur, en fait, vous allez être hyper frustré parce qu'au bout d'une heure, vous allez être fatigué et c'est hyper frustrant cette situation où vous vous sentez fort, mais vous fatiguez super vite parce que vous n'avez pas un bon système aérobie. Et aussi la capacité à grimper fatigué. Quand vous commencez à fatiguer dans votre bloc ou dans votre voie, plus votre système aérobie est performant, souvent plus vous avez la capacité aussi à grimper fatigué. Et ça, c'est Pierre, je pense que tu vas nous en parler plus spécifiquement que moi. Mais voilà, c'est hyper important de travailler son système aérobie et de caler des petites séances de temps en temps, surtout du coup mettre un focus dessus quand vous êtes en cycle de volume. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur grimper en voie et les systèmes énergétiques pour faire un récap vraiment très rapide. Et voilà, je vous laisse un peu la parole par rapport à ça et c'est hyper intéressant. Putain, il a fait le monologue. Nous, on n'a plus rien à dire, Mathias. Non, je trouve que c'est comme t'as dit, c'est pour être fort, il faut de l'endurance. Ça sonne peut-être mal, mais ouais, si tu veux être fort en force, il faut avoir de l'endurance par rapport à la récupération. Après une séance de force, peut-être que tu auras besoin de 2 journées de repos parce que t'as aucune endurance, t'es juste mort, ton corps il arrive pas à récupérer. Bon bah avec un petit peu d'endurance, tu doses, voilà, avec une bonne planification, tu arrives à mettre en place un petit peu ça. Bah même malgré que tu sois objectif être fort en bloc, et ben si tu mets un petit peu en place ce genre de séance d'endurance, ça va vraiment être bénéfique. Bah, déjà pour mieux récupérer dans la séance, pour mieux récupérer entre les séances et du coup pouvoir potentiellement t'entraîner un petit peu plus. Voilà, c'est une prévention aussi parce que là les gens qui écoutent ça, ils vont se dire eh ben vas-y, moi je vais faire de l'endurance tous les jours, je serai fort. Attention, ce genre de séance ça flingue et on a envie d'en faire trop parce que au final c'est comme comment dire, vu que c'est basse intensité, bah t'as l'impression que tu peux en faire vraiment beaucoup. Oui, tu peux en faire beaucoup, mais là au final, bah ça va contredire un peu ce qu'on a dit. Tu vas faire une séance d'endurance, mais tu seras KO pour pendant 2-3 jours qui suivent parce que bah t'en as voulu en faire trop, t'as fait 7-8 voix, t'as pas planifié ça, t'as pas structuré la séance. Donc attention à pas en faire trop, mais il faut mettre ça en place. Et Exactement. voilà, il y en a, ils vont se dire, bah, attends, ils ont dit qu'il faut faire de l'endurance pour être fort, alors je vais faire de l'endurance lundi, mardi, bah, peut-être que non, c'est peut-être mieux de le faire en fin de semaine pour pas bah, dérégler un peu ta semaine, pour pas que tu t'arrives avec une pré-fatigue. On va pas faire un marathon pour en fin de semaine faire du 100 mètres, on va faire plutôt l'inverse. Exactement, mais en fait, ce que tu disais, c'était intéressant aussi par rapport au fait de la satisfaction de séance, parce que souvent les gens ils disent ah bah non, je vais pas partir de ma séance, je suis pas KO. Et avec ce genre de séance, en fait, t'es KO. Et c'est ça qui est un peu satisfaisant, c'est que tu sors, tu rentres chez toi, tu sais que t'as tout donné, tu pouvais pas donner plus. Mais c'est aussi ce côté où bah il faut des fois rentrer avant d'être KO. Des fois, bien sûr, il faut faire cette séance et épuiser toute ta capacité. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce genre de séance aussi, c'est que souvent, quand tu arrives à ce stade où tu dépasses tes limites en endurance, certains points faibles vont ressortir et du coup aussi tu vas beaucoup plus te concentrer sur à la fin quand tu as plus de force, bah du coup te concentrer sur ta technique et du coup c'est vraiment bénéfique pour plein d'aspects en grimpe qui du coup ressortent que dans ce genre d'entraînement. Ouais, là on a beaucoup parlé de récupération, de l'efficacité, de l'endurance, mais comme tu dis, Mathias, il y a aussi le côté là où tu te découvres. Quand tu fais de Ouais. l'endurance, tu te Exactement. découvres. Tu te découvres. Comme tu dis, des fois tu grimpes tellement mal parce que t'es plus trop lucide, t'as plus d'oxygène, plus rien, et là bah tu peux peut-être te blesser. Mais d'où le fait de des fois se filmer, c'est important. Tu fais oh catastrophe, je savais pas que je grimpais comme ça, mais parce que t'étais fatigué, que t'as pas eu l'habitude d'être aussi KO en fait. Et c'est comme quand t'es en compétition, forcément en compétition, on a envie de serrer les prises un tout petit peu plus. T'es dans un contest, tu serres les prises malgré que ça soit un bloc, tu commences à être fatigué, t'es plus trop lucide et bam, tu tombes au dernier mouvement parce que tu vois la prise floue. Et tu dis mais je viens de faire juste 5 mouvements. Bah ouais mec, mais l'endurance ça sert aussi à t'adapter par rapport à toutes les situations. Hein. Ouais, clairement. Et ça Et- fait une très belle transition avec le point suivant, qui est du coup, sauf si vous vouliez rajouter autre chose, mais de faire plutôt de la résie aussi. Donc vraiment, là j'ai noté point numéro 7, faire des intervalles en bloc. Alors ça peut être aussi des intervalles en des doublettes, peu importe. Donc la résistance. Alors ça c'est hyper flou à chaque fois de définir conti, rési, force critique, etc. Mais pour faire vraiment très très simple, l'endurance c'est la base, c'est vraiment votre intensité de cardio. Enfin si on compare à de la course à pied, l'endurance c'est le footing du dimanche, la rési c'est les intervalles, par exemple 30 secondes de course, 30 secondes de récup, et la force max c'est le sprint. En gros pour faire vraiment très très simple.
Et du coup, faire des intervalles en bloc, ça revient un peu à faire ce truc-là en course à pied de 30-30 fractionné. C'est-à-dire que vous allez développer beaucoup votre résistance et aussi votre technique, parce qu'on parlait juste avant du fait de développer sa capacité à grimper fatigué. Donc là, je prends un exemple très concret pour ceux qui savent pas ce que c'est le 4x4. C'est un protocole que vous pouvez retrouver un peu partout, hein, dans les livres, sur Internet, etc. C'est de prendre 4 blocs différents et de les faire 4 fois d'affilée avec des temps de repos imposés. Par exemple, 4 fois le bloc numéro 1 avec 2 minutes de récup, 4 fois le bloc numéro 2 avec 1 minute 30 de récup, etc. Et souvent, les temps de repos, ils sont entre 30 secondes et 2 minutes, ça dépend un peu des séances, de votre profil, etc. Mais exemple très concret, voilà, vous allez dans un Arcos, vous faites un bloc rouge 4 fois d'affilée avec 30 secondes de repos. En fait, vous allez fatiguer au fur et à mesure des runs parce qu'en 30 secondes, vous n'avez pas le temps de récupérer, mais vous allez aussi accumuler de la connaissance gestuelle. C'est-à-dire que au 4e run, vous connaissez parfaitement les prises, vous savez exactement quel mouvement faire, etc. Et en fait, des fois, il y a même une différence où au 4e run, on grimpe mieux qu'au premier, parce qu'au premier, on était un peu flou, on surserrait un peu les prises, comme tu disais tout à l'heure, tu réajustes beaucoup, etc. Alors que le 4e, t'es un peu plus relâché, tu cherches l'économie. Des fois, tu vas dynamiser de manière stratégique pour éviter de forcer trop sur les bras, parce que si tu dynamises, tu t'arrives plus haut et tu forces beaucoup moins musculairement. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, où en fait faire des intervalles de blocs ou des doublettes en diff ou peu importe, mais pour développer vraiment le côté vraiment rési, c'est hyper important. Et voilà, ça c'est vraiment le conseil 6 et 7. Je pense si on devait retenir que 2 conseils de tout ce podcast, parce que la plupart des gens qui nous écoutent sont des bloqueurs, moi je le vois même par rapport aux gens qui suivent sur Instagram, qui me posent des questions, etc. Je dirais que au moins 70% des auditeurs c'est des bloqueurs en salle, on va dire. Et si vous développez pas votre capacité aérobie, donc avec la grimpe en voie, et votre capacité de rési avec tout ce qui va être la grimpe en intervalle ou en répétition en 4x4, etc. Vous passez à côté de 2 gros points de développement hyper importants dans une planification. Et du coup, voilà, pareil, je vous laisse rajouter des choses si vous voulez en rajouter sur ce truc-là, mais je pense qu'il y a plein de trucs hyper intéressants à dire. Bah ouais, enfin, t'en as dit beaucoup et franchement, je te suis dans tout ce que t'as dit. D'où le fait aussi de prendre peut-être un suivi avec un coach, c'est assez intéressant parce qu'en gros, il y a quand même plus de salles de bloc que de diff. Donc les gens ils se disent bah moi je peux pas travailler l'endurance, j'ai que du bloc à la maison. Alors qu'au final il existe énormément d'exercices en salle de bloc pour travailler l'endurance, pour travailler la rési. Voilà, développer sa résistance en salle de bloc, c'est le bienvenu, tu peux le faire. Forcément, si c'est le rush entre 18h et 20h, c'est un peu plus chiant, mais tu peux clairement travailler tout ça. C'est ouf parce que là, on peut vraiment en parler des heures et des heures et il faut pas s'éparpiller non plus. Mais ouais, l'exemple typique de ce 4x4 où en fait tu grimpes mieux quand t'es mort au 4e essai, c'est tu te découvres encore une fois. On parle de tu te découvres, tu dis ok en fait tout est possible. En fait c'est un peu le run du Kosovar comme on peut retrouver en falaise. Tu mets en priorité la technique, le mental et peut-être un petit peu moins le physique. Voilà, c'est le petit truc un petit peu voilà, c'est un peu superficiel et ça c'est propre à chacun, chacun va voir un peu la dinguerie qu'il va découvrir, mais d'expérience, voilà, il y a de quoi découvrir avec ce genre d'exercice. Exactement. Moi, je suis toujours très focus sur l'aspect technique, l'aspect où vraiment tu vas augmenter ta technique, comme tu disais, Léo, au 4e essai. En fait, tu vas découvrir toi-même ton corps sur ta capacité à t'adapter au moment. Et en fait, tu te rends compte que tu as envie à la prochaine séance, la semaine d'après, si tu refais la même séance, d'atteindre ce niveau technique que tu as atteint au 4e essai, mais au premier. Et c'est ça en fait que je trouve hyper intéressant dans ce genre d'exercice, c'est que tu découvres des capacités en toi que tu savais même pas que c'était possible, de compenser, comme tu disais, un mouvement où tu vas faire un dynamisme pour moins forcer. C'est le genre de truc que tu n'aurais pas pensé de base. Et du coup, c'est ça qui est super intéressant dans ce genre d'exercice. Point suivant, du coup, point numéro 8, j'ai noté Pangulish No Foot, travail de puissance et de coordination. Alors, encore une fois, c'est pareil, c'est comme le spray wall, c'est vraiment individuel. Il y a des personnes qui n'ont pas le niveau encore de faire du no foot, de faire du Pangulish, etc. Mais pour moi, si vous commencez à être un peu vraiment sérieux dans son entraînement, etc., c'est quelque chose qu'il faut intégrer d'une manière ou d'une autre dans son j'allais dire dans son échauffement, peut-être pas vraiment, dans son entraînement.
de faire du panguliche, de faire du no-foot, parce que en fait, vous allez vraiment développer énormément de puissance, de coordination. Alors pas que de la coordination en termes de mouvements, pif-paf, jeté, etc., mais vraiment de la coordination intramusculaire. Je prends un exemple très concret qui va parler à tous les auditeurs, je pense. Quand vous faites des tractions décalées, donc avec une main plus haute que l'autre, bah en fait, avec le bras du bas, vous allez pouvoir pousser sur la prise avec votre triceps et votre épaule, en même temps que vous tractez avec le bras sur la prise du haut. Ça paraît basique dit comme ça, mais c'est pas instinctif et il faut vraiment apprendre à le faire, cette coordination-là entre les différents muscles, etc. Et du coup, pour ça, le no-foot et le panguliche, c'est vraiment excellent parce que on supprime en fait un peu tous les autres facteurs techniques qui sont bah, du coup des parasites pour développer ce truc-là. Gain d'explosivité, gain de puissance. Enfin, si c'est bien fait, si c'est bien planifié, vraiment se passer du panguliche ou du no-foot, si vous n'avez pas accès à un panguliche vraiment bien régulier, etc. Juste du no-foot sur des blocs hein, ou sur un spray wall, etc. Pour moi, c'est vraiment pareil, un point vraiment essentiel qu'il faut avoir dans un programme. Et là, pareil, je vous laisse la parole sur ce truc-là. Du coup, moi, je pense que au-delà de ce qu'on pense de base, c'est-à-dire que travailler sur un panguliche, ça va augmenter notre puissance, ça c'est indéniable. Ce que tu disais par rapport à la coordination, c'est hyper intéressant parce qu'au final, bah tu vas gagner en précision aussi parce qu'au début, on connaît tous le truc de on se met sur le panguliche, on attrape la prise suivante et bam, on explose ses doigts dans le mur. Et souvent les gens se font mal, des petites douleurs, mais on entend toujours le boum, 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 boum à chaque fois que tu arrives sur une nouvelle prise. Et au final, plus tu t'entraînes, plus c'est smooth, plus t'es coordonné, plus t'es précis. Et ça change tout dans ta grimpe. Après, ça va être transférable directement parce que quand tu vas viser ta prochaine prise et que tu vas être pile dans la prise et pas au-dessus, pas en dessous et mettre la bonne intensité au bon endroit, ça change absolument tout dans ton gain énergétique, dans ton gain technique et ton gain Ouais. global sur ta performance. Donc ça, c'est juste fou. Ouais, non mais c'est une dinguerie ce que tu viens de dire. C'est je trouve ok ça, bah, comme t'as dit ça va travailler la force, la puissance. C'est sûr et certain. On peut pas contredire ça. Mais le fait d'être précis, donc au niveau de la coordination, c'est ultra important même pour ceux qui font de la diff. Le panguliche, malgré que ça soit quand même non en fait on peut travailler l'endurance sur le panguliche hein, clairement. Mais en gros beaucoup de gens qui font de l'endurance ou qui ont des objectifs euh, en difficulté, ils vont pas forcément faire du panguliche. Ils vont se dire bah c'est plutôt de la force. Alors qu'au final, si tu arrives sur chaque prise, parce que ta voix elle a 40 mouvements, plus précisément, tu te prends pas une décharge de ton corps parce que t'as pas été précis, tu arrives 5 cm au-dessus, et sur 40 mouvements, bah du coup tu te fatigues un tout petit peu plus. Si tu arrives juste un demi-centimètre au-dessus et que tu es ultra précis pour chaque mouvement, au final, c'est un gain énorme. Donc en fait, des fois, tu fais pas ta voix, pas parce que tu manques de force ou d'endurance, parce que tu manques de coordination. Enfin, c'est encore un autre point, on pourrait en parler des heures. Et le panglish, c'est typiquement ça, vu qu'en fait, on isole vraiment le haut du corps. Il n'y a pas l'aspect technique du bas du corps qui peut peut-être embêter pour certains points. Donc ouais, il existe des milliards d'exercices. C'est pas juste une montée basique, même si c'est quand même efficace. D'où le fait que nous, on propose bah, un suivi du coaching parce qu'on a plein d'exercices sur panglish adapté à tous les panguliches. Hein. Tous les panguliches de chaque salle est différent. Donc nous, on est là pour analyser tout ça et proposer le meilleur pour le coacher. Hyper clair. Et du coup, on passe au point suivant. Point numéro 9, travail du cardio général. Alors là, quand je parle de cardio, du coup, c'est plus le cardio spécifique à l'escalade, c'est vraiment le cardio au sens propre du terme, donc votre capacité cardiovasculaire, avec des trucs simples comme la marche, la course, nager, le vélo, enfin voilà, tous ces cardio, on va dire, non spécifiques. Pour le côté santé, déjà, parce que c'est hyper important. Si on n'est pas en bonne santé, on peut pas performer. Ça paraît évident, mais Pierre, tu prenais l'exemple tout à l'heure du métier sédentaire versus le charpentier qui du coup, le charpentier, il arrive à la salle, il est déjà chaud parce qu'il bah, il a bougé toute la journée, il était debout, il a porté des poutres et tout. Et l'employé de bureau qui arrive, qui est hyper froid, qui est hyper raide parce qu'il est resté assis toute la journée et qui a besoin de beaucoup plus s'échauffer. Donc déjà la marche pour ça peut aider beaucoup et aussi bah, au niveau de la composition corporelle quand vous marchez, que vous êtes plus actif ou alors que vous faites un petit peu de cardio de manière régulière, souvent on a un peu moins de masse grasse, bah, on oxygène mieux donc forcément aussi on récupère mieux au global, donc c'est hyper important selon moi, mais du coup c'est pour ça que c'est en bas de la liste. C'est pas juste en faisant du cardio ou juste en allant marcher que vous allez devenir meilleur en grimpe, sinon on serait tous marathoniens, mais
Mais voilà, l'idée, ce serait vraiment d'incorporer ça vraiment par petites doses dans les habitudes quotidiennes, dans des petites routines. Le cardio, ça peut être bête, hein, mais ça peut être juste un peu de corde à sauter à l'échauffement. Si vous arrivez pas à vous activer vraiment bien, hop, 2-3 minutes de corde à sauter. Ça peut être aussi voilà de la marche quotidienne, entre 30 minutes et 1 heure de marche par jour. Ça paraît bateau dit comme ça, 30 minutes à 1 heure de marche par jour, mais j'évolue vers l'âge adulte, on va dire, plus je me rends compte que des fois, tu peux passer la journée chez toi parce que t'as des projets, t'es en train de travailler, machin truc, et au final, t'as marché littéralement genre 200 pas dans ta journée, et faut se forcer un peu à aller marcher, oxygéner, faire circuler le sang, etc. Il y a plein d'aspects santé qui sont hyper importants, et voilà, je vous passe la parole là-dessus, parce que je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, mais c'est important de... Exactement. Moi, ce que je vois et ce qui m'aide au quotidien à comprendre vraiment cette importance-là, c'est par exemple ceux qui jouent un petit peu aux jeux vidéo ou qui regardent des animés. Souvent, on compare ça à des tâches quotidiennes et c'est des trucs où, ok, j'ai coché ça dans mon jeu vidéo. Bah, dans la vraie vie, en fait, c'est la même chose. J'ai coché entre 5 et 10 kilomètres par jour de marche. J'ai coché j'ai mangé équilibré aujourd'hui. J'ai coché j'ai bien dormi. Je me suis assez hydraté. En fait, c'est des mini tâches quotidiennes qui paraissent juste si on les isole, peut-être pas les plus importantes, mais au final, si, c'est les plus importantes parce que c'est des choses faciles à mettre en place et tu peux te le faire, comme je viens de dire, en mode jeu vidéo. Tu te mets dans tes notes une checklist quotidienne à cocher et à la fin de ta journée, tu sais que tu en as coché 4 sur 5, imaginons. Et c'est vraiment un truc important à visualiser comme ça parce que moi, je trouve ça cool de comparer ça aux jeux vidéo et tout parce que moi j'aime bien ça ou aux animés. Souvent dans des animés, je sais pas si vous regardez des animés, mais souvent t'as ces tâches quotidiennes où vraiment c'est cool à suivre. Bah ouais, et moi je peux rebondir sur tout ça. Il y a le petit côté satisfaisant où malgré que tu sois en journée de repos et que tu viennes de finir 8 heures de bureau, bah tu peux toujours te satisfaire avec ta petite checklist quotidienne que nous on propose. En nutrition, je dis une bêtise, 2 grammes de protéines par poids de corps, ta petite checklist de 10 000 pas, et au final tu vas t'endormir en ayant fait quand même quelque chose. Donc il y a un petit aspect cool à ce niveau-là. Si tu mets jamais ces choses en place, ça c'est le moment de mettre ça un petit peu en place, mais petit à petit. Je te dis pas qu'il faut mettre tout ce qu'on vient de dire directement, mais au lieu de faire 10 000 pas, tu vas en faire 3 000, puis après 5 000. Et en fait, il y a un petit côté de discipline. Si tu arrives à mettre ça en place, bah déjà au niveau de l'entraînement, c'est que t'es bien parti pour respecter ton entraînement, cadrer le temps de repos. Voilà, ça y joue. C'est un entraînement. Le mental. J'ai eu un coach mental pendant 3 ans. Il m'a dit le mental, c'est au quotidien qu'il faut l'entraîner. Donc ouais, une journée de repos où t'as pas d'entraînement, tu peux en fait entraîner ta discipline avec ta petite checklist. Quand j'ai dit 2 grammes de protéines par poids de corps, tu peux commencer avec 1,5 si de base t'es déjà à 1. Je vais pas te faire manger un poulet rôti, mais voilà, je trouve ça important de mettre tout ça en place, côté santé, côté mental, composition corporelle, récupération. Voilà, une journée de repos, tu fais vraiment rien. Au final, c'est pas incroyable. Les gens après une semaine de ski, ils reviennent. En plus du fait que tu sois ressourcé, au final, vu qu'ils ont continué à faire de l'activité, ils reviennent à l'entraînement pas forcément épave. Alors qu'une semaine de repos où tu fais rien et que tu prends le soleil, t'auras peut-être ta vitamine D, mais tu seras une larve. Ouais. Exactement, mais tu vois, c'est ce que tu disais Pierre par rapport à la régularité, tu vois, que c'est un petit peu tous les jours. Le truc, c'est que si tu suis cette checklist et que tu sais que, comme tout à l'heure je disais, t'as 4 sur 5, imaginons, t'as 4 sur 5, je sais pas, sur toute ta semaine et que, sur tout un mois entier et que après, une semaine, t'as 0 sur 5, c'est pas si grave si sur le long terme, t'as vraiment de la régularité à toujours être à 4 sur 5 et c'est satisfaisant et ta santé générale sera meilleure. Ouais, et puis ta productivité aussi, parce que là on n'en parle pas trop, mais vraiment les tâches quotidiennes, moi c'est ce que j'appelle c'est l'effet cumulé, c'est-à-dire que faire une tâche en elle-même, comme tu dis, si tu l'isoles, c'est pas intéressant, mais par exemple pendant que tu vas aller marcher, tu vas écouter un podcast, d'ailleurs dédicace à tous ceux. J'allais dire ça, ouais. Mais tu vois, enfin, c'est des petits trucs comme ça où en fait tu cumules en fait les effets. Où tu vois, par exemple, si t'écoutes un podcast pendant que t'es en train de marcher, t'es en train d'accumuler de la valeur et t'es en train d'accumuler du savoir que t'aurais pas accumulé si pendant 1 heure au lieu de marcher là t'avais regardé Netflix par exemple. Donc tu vois, il y a ce côté où il y a moyen en fait de cumuler les tâches et de se dire, tu vois, par exemple, c'est pareil, on va en parler juste après, mais les étirements, la souplesse, ça a un aspect par exemple aussi relaxant où vraiment tu te dis, ok, là pendant que je suis en train de m'étirer, je me mets un peu dans ma bulle, ça me relaxe et peut-être après tu vas mieux dormir.
Et après, comme tu dors mieux, tu vas plus forcer à l'entraînement le lendemain et du coup, tu vas plus progresser. Donc en fait, il y a vraiment un effet cumulé au quotidien qui s'additionne vraiment sur les semaines, les mois, les années. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu ce que tu disais, Pierre, au début, là, avec ce 70-30. Moi, je dis souvent 80-20, où en fait, si 80% du temps, tu fais bien les choses, même si tu es en roue libre un peu les 20% du temps restant, ça va. Tu t'entraînes Disneyland. et que le dernier jour, voilà, tu te fais plaisir, tu restes un peu à la maison, tu regardes, enfin, je sais pas, tu vas au cinéma, tu bouges pas trop et tu manges, je sais pas, une fois au resto dans la semaine, ça va pas du tout compromettre tes progrès. Et voilà, on n'est pas des robots, on est des humains, on a plein d'autres activités autres que l'escalade. Et voilà, faut se faire plaisir aussi. Et c'est juste mettre ces petits trucs-là en place au quotidien et pas forcément s'imposer une discipline de fer en se disant, faut absolument Ouais. que je fasse mes 10 000 pas. Tu vois, si t'en fais 8 500, ça va. Genre, c'est mieux que zéro. Si tu manges pas 2 grammes de protéines et que tu as 1,8, c'est pareil, c'est hyper bénéfique aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir un peu de ce travail cardio et de cette petite checklist quotidienne au global, parce qu'on a dévié aussi un peu là-dessus, ce qui est hyper lié. C'est l'effet cumulé et que vous allez devenir une meilleure personne au global. Et aussi bah, pour l'aspect santé, si tu es en meilleure santé, tu tombes moins souvent malade. Si tu es moins souvent malade, tu t'entraînes plus en termes de nombre de séances dans l'année, donc tu progresses plus. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Et sauf si vous voulez rajouter quelque chose, je passe au point suivant, du coup dernier point numéro 10. Moi, je suis juste là pour dire que quand d'expérience en étant coach, bah, on est là aussi pour la personne quand elle a pas fait ses pas, elle a pas fait ses 2 grammes de protéines, elle a pas fait ceci ou cela, elle va peut-être un petit peu culpabiliser. Et on est quand même là aussi pour dire, mec, t'es pas un robot. Moi non plus. Aujourd'hui, c'était canapé et franchement, c'est cool. Voilà, quoi. La journée canapé, il en faut au moins un peu de roue libre, comme tu dis. Et encore, c'est pas roue libre, c'est top. Enfin, il faut un petit peu de ces moments-là. Donc ouais, le coaching c'est quand même aussi important par rapport à ça pour que la personne elle dose et qu'elle perde pas de l'énergie parce qu'elle a juste pas fait sa checklist quotidienne de A à Z. Ouais, clairement. Point suivant, numéro 10. Ouais. Ok. Point numéro 10 du coup, qui conclut un peu ces 10 conseils basiques mais puissants, on va dire. La souplesse et la mobilité. D'ailleurs, j'en profite. Vous nous envoyez mobilité sur Instagram, donc sur le compte Ascension ou sur mon compte perso, et on vous enverra une routine de mobilité à mettre en place directement dans votre pratique. Donc voilà, la souplesse et la mobilité, c'est hyper important. Ça prend littéralement, là, si je vous envoie la routine, entre 10 et 15 minutes par jour. Et voilà, c'est 10 à 15 minutes par jour. Ou si on parlait tout à l'heure de l'effet cumulé, tu scrolles 15 minutes de moins et tu fais ta routine mobilité, bah voilà, tu deviens un meilleur grimpeur et au global, c'est productif. Et pareil pour la souplesse, tu as 1 à 2 séances d'étirement par semaine, c'est vraiment hyper intéressant. Et après, bah, c'est toujours pareil, la souplesse et la mobilité, ça se personnalise. Et faut pas faire la même routine que tout le monde parce qu'on a tous des petites différences, on a tous nos petits points forts, nos petits points faibles. Et tu vois, par exemple, moi je sais que d'expérience, même avec toutes les personnes que j'ai coachées, quand même mettre un gros focus sur les hanches et sur les épaules, sur la routine mobilité, c'est hyper intéressant parce que bah voilà, après faut pas être un génie non plus pour s'en rendre compte, mais la grimpe c'est beaucoup de mobilité de hanches et mobilité d'épaules. Et bah voilà, il y a des petits points spécifiques, par exemple la mobilité de poignet sur les inversés, la mobilité de genou sur les ischios, être capable de faire une rotation externe ou interne du genou. Voilà, tous ces petits trucs-là, mais en fait, il faut vraiment l'intégrer à son quotidien sous forme de routine. Donc vous nous envoyez mobilité sur Instagram, on vous envoie ça. Et si vous n'avez pas de souplesse actuellement dans votre plan d'entraînement ou de mobilité dans votre plan d'entraînement, vous passez à côté d'un gros axe de développement selon moi. Et je vous laisse rajouter si vous avez des anecdotes aussi par rapport à ça. Clairement, mais Bah c'est vraiment un aspect où il faut pas prendre peur aussi à se dire waouh, j'ai déjà tout mon entraînement à faire et en plus il faut que je me fasse la mobilité. Souvent c'est les gens ils me disent ça, ceux qui en font pas et je leur dis que en fait la mobilité ça peut s'intégrer directement dans ton entraînement et par exemple quand on fait de la force ou peu importe quand on fait un exercice qui va demander un temps de repos, pendant ce temps de repos on peut faire de la mobilité. Donc c'est ça qui est cool, c'est que tu peux vraiment l'intégrer au bon moment. Comme disait Pierre, d'avoir un coach, bah c'est quand même plus facile parce que du coup bah t'as plus rien à penser, t'as juste à suivre ce qu'on va te donner et au moins bah c'est beaucoup plus facile mentalement de suivre tout ça. Mais vraiment il faut se dire que c'est quelque chose de pas trop dur à mettre en place et on peut se dire ok, bon, là, j'ai pas assez de temps. Bah si, en fait, t'as assez de temps parce que bah pendant ton entraînement, tu peux le mettre. Bah surtout que pendant que tu te reposes, la plupart du temps, nous avec les coachés, on leur dit bah
pendant que tu te reposes, c'est bien parce que tu peux en profiter pour faire un petit point, pour faire un petit retour de l'exercice un petit peu à chaud. En fin de séance, tu te prends 10-15 minutes pour faire un retour pas, sur toute la séance globale. Tu peux en profiter à la maison si t'as vraiment de quoi, si t'as le temps de le faire, bah, tu peux toujours écouter des podcasts en fait pendant 10-15 minutes, partie par partie. Surtout celui-là, en fait, il est ultra long, il y a beaucoup d'informations. Donc en fait, c'est quand même cool. Les étirements, c'est comme la marche. Si tu arrives à t'organiser et à jouer sur plusieurs choses durant les étirements ou durant la marche, écouter un podcast, faire ton menu pour que tu aies les 2 grammes de protéines, ben voilà, tu peux tout faire quand tu fais ces choses-là qui demandent pas non plus énormément d'attention, à part voilà, si tu connais pas le mouvement, faut avoir un minimum de posture, mais voilà, t'abîmes pas ta peau, tu te fatigues pas trop, c'est quand même tout bénéfice, enfin c'est incroyable. Non, clairement. Ben en vrai, j'avais pas grand-chose d'autre à rajouter. Du coup, en vrai, ça conclut ce podcast. C'était hyper dense. On vous mettra de toute façon les timecodes dans la description, que ce soit sur les plateformes ou sur YouTube ou quoi. S'il y a qu'une seule partie qui vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le petit timecode. Du coup, en conclusion, nos conseils vraiment généraux là qu'il faut retenir de cet épisode, c'est vraiment rester simple. Vraiment, là, si vous devez vous-même vous faire votre programme parce que vous voulez pas partir sur un coaching ou quoi, dites-vous que voilà, faut que ces 10 points rentrent dans votre entraînement. S'il manque un point dans votre entraînement, c'est que vous passez à côté de quelque chose. Après, c'est toujours pareil, comme on disait, faut faire attention sur certains points, comme le spray wall, le pangolish, etc., en fonction de votre niveau. Mais au moins 8 points sur 10, on va dire, de ce top 10 sont applicables à quasiment tout le monde. Et si vous avez besoin d'aide du coup pour structurer votre pratique, vous nous envoyez un message sur Instagram, soit sur Ascension directement, donc sur le compte Instagram Ascension, il y a tous les liens dans la description, ou directement sur mon compte perso, vous m'envoyez go et je vous envoie toutes les informations aussi. On propose vraiment ce service de premier appel qui est gratuit, donc vraiment on prend le temps pendant 30 à 45 minutes de vraiment vous poser beaucoup de questions, voir comment on peut vous aider concrètement, et après vous voir concrètement si on peut partir sur un suivi et vous faire passer au niveau supérieur. Et ouais, vraiment, les petites phrases motivantes aussi qu'il faut retenir, c'est le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Ça fait très bateau de dire ça, mais ça revient à dire ce que j'ai dit au début, là, dans l'intro. Euh, où est-ce que vous serez dans 12 semaines ou dans 16 semaines? Bah, si vous mettez aucune action concrète en place, dans 16 semaines, vous êtes au même point que maintenant, voire même peut-être vous aurez régressé parce que vous serez blessé en cours de route. Alors que si vous démarrez un entraînement structuré et adapté à votre emploi du temps, vos contraintes, etc., dans 16 semaines, vous êtes complètement transformé. Et ça, c'est hyper puissant vraiment de l'avoir en tête. Mettez un petit truc là sur votre frigo, peu importe. Semaine 1, c'est aujourd'hui. Semaine 16, c'est telle semaine. Et regardez votre progression concrète sur certains points. Et c'est hyper parlant des fois de faire ce genre de truc pour passer à l'action en se disant bon bah en fait ouais voilà, pendant ces 12 semaines honnêtement j'ai pas fait grand chose parce que j'étais pas hyper motivé. Peut-être que si j'avais pris un suivi et que j'en avais discuté avec un coach, j'aurais eu beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'adhérence, où j'aurais été plus constant dans mon programme et j'aurais réussi à m'organiser, etc. Donc voilà, il y a aussi cet effet là qui est pas à négliger dans le coaching, c'est l'effet un peu placebo, enfin même si c'est pas un placebo, mais de plus s'impliquer dans son propre entraînement, même s'il n'y a pas le coach qui est là derrière vraiment physiquement tous les jours ou quoi. C'est hyper intéressant. Et je sais pas si vous avez des petits mots de la fin à dire en conclusion, etc. Et sinon après, je pense qu'on a fini. Bien sûr, bah, dans tous les cas, comme tu as dit, si vous êtes motivé à progresser, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit ici comme sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social. On donne un maximum de conseils en vidéo et en podcast comme ici. Et si vous voulez vraiment passer un cap, prenez cet appel et comme ça on en discute ensemble, on discute de vos objectifs et on part sur une aventure tous ensemble. Donc hâte de voir qui va passer à l'action et qui on aura avec nous dans l'aventure. Et voilà. Bah, et comme il a dit Mathias, nous ce qu'on propose du coaching, donc vous aider à progresser. C'est aussi une aventure, c'est un lien. On est 3 passionnés par ça, donc faut pas hésiter. Comme il a dit Léo, nos Instagram ils sont disponibles pour tout le monde, pour n'importe quelle question. Faut vraiment pas avoir peur de poser les questions. Nous on est là pour y répondre. L'appel gratuit il est là pour mieux connaître et pour savoir comment on peut vous aider à ce niveau-là. Mais voilà, faut pas avoir peur de faire le premier pas. Et parfois, le premier pas, c'est juste une petite question et ça débloque beaucoup de choses.